Je remercie d'abord l'association des urologues d'avoir pris l'initiative de cette journée d'infertilité. Vraiment, c'est un double plaisir. D'abord, le plaisir que les urologues et les andrologues s'intéressent à l'infertilité, parce qu'avant, ils ont le label de s'intéresser uniquement aux problèmes rénaux et aux problèmes de vessie, de prostate. Maintenant, je suis content que ce volet commence à se développer au niveau national, parce que vraiment, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gens qui demandent des gens qualifiés, des gens qui ont des compétences pour aller de l'avant. Je vais essayer de parler en avant une liste pas exhaustive, une liste à peu près ce qui a été répertorié dans la littérature et ce qui se pratique au Maroc aussi, parce que c'est ce qui nous apporte, parce que c'est adressé un peu à notre patientèle. La première étude en 2015 qui a été faite a impliqué presque 12% de la population marocaine qui souffre d'infertilité, presque 1 800 000 personnes quand même. Donc ce qui est beaucoup, ça fait presque 900 000 hommes, et 12% étaient infertiles, bien entendu. Et quand on voit le côté masculin, il était à peu près 50%. Quand on intègre les causes mixtes et les causes masculines séparées avec les inexpliquées, l'homme a sa part à hauteur de 50%, ce qui est quand même beaucoup. Donc les andrologues doivent s'impliquer à corps et âme pour résoudre ce problème. Pardon. Donc les causes génétiques, malheureusement, représentent quand même une portion très importante des infertilités. Elles peuvent aller jusqu'à 30% des causes d'infertilité masculine. Ça peut être bien sûr des aberrations chromosomiques, de structure, de nombre, ça peut être des délétions, ça peut être des problèmes donc, de mutations géniques spécifiques. On va voir, grâce d'ailleurs à la NGS, avec le séquençage, maintenant on a beaucoup de nouvelles, on a pu corréler un certain nombre de gènes aux phénotypes qu'on voit dans les laboratoires. Et bien sûr l'arrivée des maladies épigénétiques, d'épigénèse et tous les problèmes de méthylation de gènes qui les rend non fonctionnels et donc qui se terminent par des problèmes d'infertilité. Bien entendu, les problèmes génétiques, c'est au cours du processus de spermiogénèse, de spermatogénèse, c'est au niveau essentiellement de la méiose et aussi, bien entendu, tous les problèmes de novo qui arrivent après la méiose, c'est-à-dire les problèmes liés à la spermiogénèse. Une chose est connue, les déficits primaires de spermatogénèse, bien entendu, c'est connu depuis longtemps que les problèmes de nombre de chromosomes sexuels, par exemple le Klinefelter en tête, c'est souvent des azospermies. Les problèmes de structure, de remaniement équilibré de structure, c'est surtout des oligospermies plus ou moins sévères. C'est pour cela d'ailleurs, puis qu'un certain nombre de sociétés savantes ont émis l'importance d'inclure le karyotype à partir d'un certain seuil dans le bilan de l'homme infertile, dans un certain seuil de numération. Bien entendu, on va parler également des microdélétions. Là, je mets là les recommandations de la SALF, la Société d'Andrologie française, et l'Association française d'urologie, et bien entendu également la SRM, l'Association américaine de reproduction médecine. Tout le monde parle de la nécessité d'un karyotype moins de 5 millions pour les Américains et moins de 10 millions en France. Mais moi, normalement, pour être un peu plus large, au Maroc, à partir de moins de 5 millions, absolument, il faut savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des translocations? Est-ce qu'il y a des remaniements qui peuvent expliquer un sperme altéré? Les anomalies de structure, je vais aller très vite parce que l'essentiel, c'est de savoir un peu que ça existe. Qu'est-ce que c'est une translocation réciproque? C'est des fragments, c'est des échanges de fragments de chromosomes entre plusieurs chromosomes. Ça génère bien sûr des gamètes déséquilibrés pendant la spermatogénèse. Ces gamètes déséquilibrés, s'ils arrivent à féconder l'embryon, il va donner à son tour un embryon déséquilibré. Et regardez par exemple en fonction, là je trouve cet article, en fonction des fragments des chromosomes impliqués dans la translocation, le pourcentage de gamètes mâles spermatozoïdes à déséquilibre peut aller jusqu'à 80%. C'est-à-dire que finalement, certaines translocations peuvent donner carrément, on voit des spermes qui bougent, mais en fait, ils sont tous déséquilibrés sur plan chromosomique. Pourquoi il faut faire cet examen? Dans ce cas, on fait une fiche sur sperme, c'est un examen de routine chez nous, qui permet donc de voir ce déséquilibre, et donc pour expliquer éventuellement quelles sont les prédictions pour l'embryon à venir à partir de ce déséquilibre, et quelles sont les conséquences cliniques probables avec un conseil génétique. Donc ça peut être un échec d'implantation, des fausses couches à répétition, qui font partie aussi des causes génétiques de l'infertilité masculine.
les risques, bien entendu, de naissance, polymalformés, etc., qui meurent en général dans l'année qui suit. Mais toutes ces anomalies chromosomiques peuvent, dans le bilan d'infertilité de l'homme, doit figurer le karyotype. Il y a les translocations robertsoniennes qui affectent essentiellement les chromosomes 13, 14, 15, 21, 22. Et c'est un échange donc, qui fusionnent par leurs bras courts. Et le problème de ces translocations, il génère des ségrégations défectueuses avec des interférences sur l'appariement des autres chromosomes. Vous aurez des trisomies 21, parfois sur des translocs, sur des hommes qui ont des translocs 13, 14. Vous vous retrouvez avec un embryon trisomie 21. Il y a beaucoup de désordres méiotiques et mitotiques qui s'installent avec ces translocations robertsoniennes. Donc l'ICSI peut être envisagé avec des pays. Dans les translocations robertsoniennes, l'écrasante majorité des translocations accusent une oligospermie. Donc l'oligospermie, particulièrement, est une indication de karyotype à la recherche d'une translocation robertsonienne. À peu près 20% des spermatozoïdes sont déséquilibrés dans ce cas. Il y a aussi les inversions triques qui peuvent générer également un certain nombre de gamètes déséquilibrés, proportionnellement à la taille de segment inversé. Là, c'est une revue récente qui a essayé grâce aux techniques de INGS, maintenant tout le monde sait que le séquençage a permis de corréler un certain nombre de variants, de phénotypes avec des gènes repérés. Donc c'est pour ne pas dire exhaustive, mais c'est une revue qui a essayé d'établir un certain nombre de gènes et corréler leur corrélation avec beaucoup d'anomalies, les tératos, les problèmes de numération, de morphologie, même de développement gonadique, des problèmes d'insuffisance hypothalamique. Tous les gènes ont eu leur étiquette sur un phénotype précis de l'origine de la fertilité masculine. Donc là, actuellement, ça se développe très vite grâce aux techniques de biologie moléculaire de séquençage. Pour les anomalies de nombre, bien entendu, le Klinefelter vient en tête, c'est connu. C'est un problème donc, assez courant dans notre pays. On en voit assez fréquemment, je veux dire plusieurs fois par an. Mais bon, la prise en charge demeure quand même assez précaire parce qu'on les voit, nous, à un stade tardif où déjà il est en azoospermie et il faut opérer et c'est pas sûr de trouver. Et en plus, il y a quand même un risque de déséquilibre au niveau des gamètes. Est-ce qu'il faut transférer les embryons issus de ces gamètes parce qu'il y a quand même un problème de transmission à la génération, au garçon qui va naître, du même problème de Klinefelter. Donc, il y a un conseil génétique absolument à débattre dans ces cas-là. Donc, ici, c'est un auteur qui a décrit que à peu près 10 fois plus de déséquilibre chromosomique au niveau des spermes que le témoin, 5% versus 0,6 par rapport au témoin, ça veut dire que il y a 10 fois plus de risque d'avoir un enfant qui porte la tare du père si on fait une ICSI avec les spermatozoïdes issus d'un testicule ou éjaculés en fonction des circonstances, bien entendu, dans le cadre d'une ICSI. Ici, donc, les auteurs préparent, c'est un débat qui a été créé par certains auteurs en 2016 pour essayer de congeler dès l'apparition de la spermatogénèse parce qu'il y a une dégradation très rapide, c'est très connu. Il évolue très vite les Klinefelter vers l'azoospermie, donc il propose dès la puberté de récupérer plusieurs émissions, essayer de les congeler et préserver un peu la fertilité de cet adolescent pour l'avenir, mais c'est encore débattu parce que il paraîtrait que même à l'âge avancé, on trouve toujours des spermatozoïdes sur biopsie testiculaire qu'on peut pratiquer une ICSI sans problème. Là, de même, dans les azoospermies non obstructives, donc de nature idiopathique, là aussi, il trouve des anomalies de nombre au niveau des spermatozoïdes à hauteur de 4%. C'est comparable à peu près au Klinefelter. Donc le risque d'aneuploïdie existe quand vous opérez un testicule. Le risque d'aneuploïdie transmissible à l'enfant existe, qui va avoir le même problème. Donc il y a ici un article donc, de Vialar qui place le Klinefelter au même titre que l'azosperme non obstructif en termes de risque de transmission. Maintenant, on va passer à la microdélétion. Après, bien entendu, tout le monde sait qu'après, en matière de spermatogénèse quantitative, les microdélétions des locus AZF au niveau du chromosome Y restent en tête. C'est une analyse courante qui se fait en routine au Maroc, il n'y a aucun problème. Et il faut absolument penser à la demander dans le cadre d'une azoospermie, parce qu'il y a des situations, ça ne sert à rien. Il y a des situations.
Parce qu'il y a des situations, ça ne sert à rien d'aller opérer. Parce qu'opérer, par exemple, certains locus, leur phénotype, c'est du sertolycène only. Par exemple, je vais vous dire rapidement, donc la prévalence à peu près 10 à 15% des azospermies idiopathiques. Non, le zoom. Pour le zoom, c'est obligatoire. Parce que là, ça marche pas. Donc la prévalence de cette microdélétion d'Y à peu près 1 sur 2500, avec 15% à peu près des azospermies idiopathiques non obstructives et 5% des oligospermes sévères, moins de 2 millions. Donc forcément, elle a sa place dans l'infertilité masculine. Il faut y penser dans les azospermies et les oligos extrêmement sévères, les cryptozoospermies, etc. Donc on va parler dans les détails, il y a 3 locus, A, B, C, AZF. Un locus près du centromère, un locus médian et un locus près de la région hétérochromatique. Et il y a des gènes de prévalence qui opèrent, qui sont responsables de la spermatogénèse quantitative, qui sont responsables également des méioses. Et tout ça est toute mutation, bien entendu, affectant un ou plusieurs gènes de ces locus-là, va se répercuter sur la spermatogénèse. Bien entendu, la fréquence est variable en fonction des locus et aussi... Il n'y a pas que la fréquence, il y a même les retentissements. Le phénotype final est différent selon les gènes et le locus atteint. Bien sûr, la ZFA, c'est uniquement 50% des cas, ce n'est pas la majorité. La ZVB, isolée ou couplée aux autres locus, à peu près 35%. Et la ZFC, 60%. Mais gardons à l'esprit que la ZFC étant la mutation la moins méchante, étant donné que le phénotype est variable, il peut aller, bien entendu, d'une azospermie, d'une oligospermie moyenne sévère. On peut avoir un sperme pratiquement moyen dans certaines situations de mutation AZFC. Sauf qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'AZFA, en général, c'est des sertolycènes only, ou bien l'AZFB, en général, muté, tous les gènes sont mutés, c'est une arrêt de méiose. C'est ce qu'on voit en général dans nos pratiques courantes. La mutation CFTR, bien sûr, 5% des infertilités masculines, c'est jusqu'à 50% des azospermies obstructives, c'est quand même une pathologie assez présente dans les azospermies obstructives. Il y a beaucoup de gènes à répertorier, à analyser dans ce... Mais bon, maintenant, les techniques de biologie moléculaire permettent de donner un renseignement assez précis. Sauf le seul problème des problèmes de CFTR, c'est le risque de mucoviscidose, bien sûr, dans la descendance, si le conjoint n'est pas établi, si le conseil génétique n'est pas bien établi, et si le conjoint n'a pas fait l'objet d'une recherche également d'une mutation de ce gène-là. Il faut garder à l'esprit quand même que la spermatogénèse, le fonction testiculaire elle est normale et que l'ICSI marche bien dans ce cas. Il faut juste garder à l'esprit le risque de transmission. Au Maroc, la prévalence est à peu près de 1 sur 680 sur 1 sur 1600. Donc c'est quand même une prévalence pas très rare, mais pas fréquente non plus. Il faudrait juste garder à l'esprit quand même cette analyse. Vous faites, je pense, des échographies scrotales, des choses comme ça permet d'avoir des idées de ce qui se passe à ce niveau-là. Les outils de diagnostic sont essentiellement des outils de nouvelle génération de PCR multiplex ou bien de CGH arrêt et séquençage. Les agénésies bilatérales des canaux différents peuvent être bien sûr unilatérales ou bilatérales. Là aussi, il y a un gène qui est impliqué, la DGRG2, qui est impliqué dans ce genre d'agénésie. Là aussi, c'est un problème d'infertilité masculine par sténose des canaux éjaculateurs. Donc, le côté génétique doit également être investigué. L'insensibilité partielle aux androgènes, il y a quand même 2-3% des azospermies, des oligosévères. C'est un gène AR qui a été donc répertorié. La conception est possible par ICSI, bien entendu, parce que le phénotype est variable, avec ectopie testiculaire, gynécomastie, peuvent être carrément normales, une testostérone normale ou élevée. Il y a une augmentation de l'ALH parce qu'il y a une suppression de feedback.
Bien entendu, la conception est possible par ICSI et un conseil génétique est obligatoire ou vivement conseillé. Le syndrome Trellman-Boursier, c'est l'origine hypothalamique, ça aussi le fameux gène CAL1, il est connu, donc maladie familiale, azoospermie, donc l'axe hypothalamique, toute une prise en charge pour ce genre de patients. Les causes monogéniques des anomalies quantitatives, il y en a bien d'autres gènes qui ont été répertoriés liés à l'azoospermie, l'oligospermie. Comme je vous ai dit, la IGS a permis de corréler beaucoup de gènes au phénotype beaucoup de nouveaux gènes au phénotype d'azoospermie et d'oligospermie. Donc la liste n'est pas terminée, les recherches continuent. Et je pense qu'on est loin d'être exhaustif dans la liste des gènes responsables des infertilités masculines. L'hétératospermie, donc là, le problème de la macrocéphalie, c'est un problème, je dirais, national. C'est 1% des infertilités masculines. Elle est très fréquente. C'est très très fréquent. On a fait même une étude. Donc ça, le phénotype, c'est un spermatozoïde donc polyploïde, pratiquement paternité impossible. Il faut proscrire la PMA, opter pour l'adoption et établir un conseil génétique, bien entendu. Il y a un travail qu'on a fait dans le cadre d'une thèse avec l'État, avec l'Institut Pasteur. Sur pratiquement 326 cas, on a trouvé 326 cas de personnes qui viennent tout venant au laboratoire pour spermogramme. On a quand même trouvé 2,14 cas de porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire normaux, rien du tout de ce gène ORCAC. Donc une prévalence de portage de 1 sur 50, c'est énorme. Donc pratiquement, je dirais, le Maroc en tête de liste de la région de portage sain de cette pathologie. Et on en voit fréquemment. À titre d'exemple, moi au labo, je vois une moyenne de 2 à 3 macrocéphalies, 100% par mois. C'est beaucoup. C'est énorme pour un labo de ville. Donc c'est un vrai problème de santé publique au niveau prise en charge. Bon, la prise en charge, bien entendu, tout dépend s'il y a mutation ou il n'y a pas mutation. S'il y a mutation, on ne parle pas. Il y a une proscription, il n'y a pas d'ICSI, c'est contre-indiqué, impossible. Alors, s'il n'y a pas de mutation, ça dépendra du taux d'aneuploïdie. On va faire une fiche sur sperme, on va voir le taux de déséquilibre au niveau des chromosomes, au niveau sur la fiche. Et en fonction de ce taux de déséquilibre, on peut opter pour une ICSI avec ou sans DPI, en fonction du profil. Bien entendu, là, c'est un travail de Guthauser qui a repris un peu toute la littérature sur ce domaine. Et il a trouvé justement qu'il y avait des cas de macrocéphalie sans mutation. Et en faisant le fiche, il trouvait quand même 30 à 40% de spermatozoïdes normaux, non haploïdes, qui pouvaient indiquer l'indication d'ICSI. Mais malheureusement, en prenant le spermatozoïde au hasard, on n'a aucune idée s'il est anoploïde ou haploïde. Donc, si possible, coupler l'ICSI avec un diagnostic préimplantatoire que nous faisons au Maroc, il n'y a aucun problème, on le fait, ça se fait. Donc, il faut le savoir. Les cas de prise en charge des maladies génétiques sont faisables au Maroc, il n'y a aucun problème. Les globozoospermies également, mais à moindre fréquence, ça existe au Maroc. Donc, c'est quoi? C'est des têtes de spermatozoïdes sans acrosome, ils ont une allure sphérique. Donc, il n'y a pas d'acrosome, forcément, ils ne peuvent pas féconder l'ovocyte. La seule indication dans ce cas, c'est une PMA, mais avec un activateur ovocytaire, notamment la phospholipase zeta-C. Le gène incriminé, c'est le DPY19L2, mais il y a d'autres SPATA16, il y a d'autres gènes qui se sont incriminés parce que le gène est grand, donc il y a beaucoup de gènes qui se sont greffés, qui expliquent cette pathologie, parce qu'on a trouvé justement des globozoospermes qui avaient pas de mutation au niveau du gène principal. C'est pour cela qu'on a compris qu'il y avait d'autres gènes derrière qui étaient responsables du même phénotype. Les spermatozoïdes acéphaliques à tête d'épingle, ça aussi c'est un syndrome qu'on rencontre souvent, c'est un gène 5, mais celui-là, heureusement, on peut micro-injecter par ICSI les spermatozoïdes qui gardent encore leur tête, les quelques rares spermatozoïdes qui ont encore leur tête, et avoir des grossesses naturelles, grossesses par assistance médicale normalement. Donc c'est considéré comme une pathologie à bon pronostic. Il y a aussi la stanospermie sévère liée à un gène de mutation du gène MMAF, multiple anomalies du flagelle. Donc c'est un gène, le DNH1 aussi impliqué, mais tous les cas de multiples anomalies flagelles ne sont pas mutés. Il n'y a que 44%. Donc forcément, il y a toujours des gènes qui ne sont pas encore été découverts, qui sont responsables de pathologies qu'on voit, de phénotypes qu'on voit et qui sont certainement génétiques, mais qu'on ne connaît pas le gène. Donc il y a encore du travail à faire dans ce domaine.
et bien d'autres gènes qui ont été identifiés dans le MAV. Là, la liste est juste pour vous dire que la liste ne s'arrête pas des gènes qu'on découvre chaque année. La procréation marche bien pour ces gènes. Le flagelle n'a pas l'air de même altéré, n'a pas l'air d'altérer le pronostic de la fécondation ni du devenir de l'enfant qui va être accouché après ICSI. L'épigénétique, il faut en parler quand même. C'est quand même la méthylation des gènes. Tout le monde sait qu'un déséquilibre au niveau de la méthylation des gènes, ces gènes ne vont pas s'exprimer et il y a un retentissement sur le fonctionnement pendant le processus de spermatogénèse, de spermogénèse. Donc, les processus de méthylation et toutes les gènes soumis à empreinte, tous les problèmes de déméthylation et tout ça, c'est impliqué dans les infertilités masculines. Donc, il y a encore beaucoup à faire dans les mécanismes épigénétiques, leur élucidation et leur application dans l'infertilité masculine. Je me suis permis, comme je suis un parterre de chirurgien, d'optimiser la biopsie testiculaire. Le problème qu'on a maintenant, quand on a une analyse génétique qui dit, voilà, vous êtes azospermie obstructif, vous êtes Klinefelter, vous êtes dans une situation où il y a très peu de chances de trouver un spermatozoïde. Il y a peut-être 5 à 10, 20% de parenchyme testiculaire qui fonctionne, il faut aller le chercher. Maintenant, je recommande, moi, d'essayer de travailler sous grossissement. Parce que, honnêtement, en 2022, travailler à l'œil nu, je pense que ça doit être proscrit, ça doit être obsolète. Parce que c'est dommage, on ne donne pas toutes les chances à ces couples, on ne donne pas toutes les chances à ces maris qui ont une chance. Peut-être qu'on peut leur faire pas gagner beaucoup de points, on leur fait gagner peut-être entre 10 et 15% de plus. Quand j'ai vu les dernières revues de la littérature, on fait gagner à ces couples 10 à 15% de plus par rapport à la thésée conventionnelle. Mais la microthésée a son avantage, il ne faut pas la sous-estimer, même si elle prend un peu plus de temps. On peut travailler sous loupe, on peut travailler sous microscope, il n'y a aucun souci. Les images, ici, d'une pulpe normale, donc je ne vous apprends rien, opaque, dilaté, contourné, jumentif, etc. La technique de Schlegel, je la décris rapidement. Lui, il opère donc par incision équatoriale. Après, il explore superficiellement la partie médiane. Après, il mord dans la pulpe. Et il expose la partie médiane. Tout cela pour augmenter ses champs d'accès au microscope. C'est ça l'objectif. Ou à la loupe. Exploration de la partie moyenne profonde. Et tout cela, bien entendu, irrigation, tout ça, les problèmes d'hémostase. Après, l'objectif, c'est chercher ces petites tubes séminifères légèrement dilatés. C'est l'objectif. Et parfois, ils sont cachés derrière plusieurs incisions avant de les trouver. Et c'est ça le problème maintenant de cette partie de la recherche. Donc il propose de verser la pulpe sur les index d'exploration superficielle chaque valve. Ben, moi je décris la technique, hein, je ne suis pas chirurgien. Mais je préférais, comme j'ai un parterre de chirurgiens, de les sensibiliser à ce qui se pratique un peu dans les situations d'azospermie sévère ou non obstructif avec des faibles chances de trouver des spermatozoïdes. Explorer la partie profonde, regardez comment il fait les incisions sur la profondeur. Ils ouvrent encore avec un écarteur et regardez, normalement la pulpe habituelle, normalement c'est ça, ce que je vous ai montré là-bas, c'est technique chirurgicale, mais une pulpe normale, est hétérogène, elle n'est pas homogène. Donc forcément, il y a plusieurs situations, il y a absolument, le microscope ne peut que apporter un plus dans la recherche des endroits et surtout réduire la quantité de testicules prélevés. C'est ça l'important. Les deux types histologiques les plus fréquemment retrouvés, donc c'est surtout les maturations à reste et les sertolicelles only. Ici, une histologie homogène de maturation à reste. Vous voyez là, ici, il n'y a pratiquement pas de tubules, de microtubules turgescents. Aspect sans loupe, aspect avec loupe. Là, ici, il y a quelques rares cas de tubules légèrement dilatés. On va direct, on ne va pas aller prendre des gros fragments. L'intérêt du grossissement, mais ça c'est un grossissement uniquement à la loupe. Regardez, loupe 6 fois. Je voudrais parler aussi de la FSH. Arrêtez, on ne peut pas prédire de trouver ou de ne pas trouver sur la base de la FSH. Ce travail qui a été fait également par Schlegel en 2009, la moyenne des biopsies positives, la moyenne, les 60% où il a trouvé des biopsies positives, la FSH était de 18,8, presque 20. Ça veut dire finalement,
Là, la FSH en elle-même n'est pas un critère d'exclusion. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous avez au-delà de 30, on ne vous opère pas. Ça ne se dit pas. C'est les travaux de Schlegel, tout ça. Ici, c'est juste pour vous dire que dans les biopsies positives, sur 720 grammes, sur une biopsie conventionnelle, sur 720 grammes, il a trouvé 75 000 spermatozoïdes à peu près. Et sur la microthésée, sur 9 mg, il a trouvé 160 000. Vous imaginez l'apport de travailler sous le microscope. Mais après, bien sûr, vient notre travail de travailler sous la loupe, chercher les rares spermatozoïdes qui sont encore présents là. On en voit un ici, par exemple, ici peut-être très difficile, mais il faut absolument s'accrocher. Là, je termine par vous dire, quand il y a une anomalie génétique, nous sommes dans la mesure et dans la possibilité de vous faire un diagnostic préimplantatoire. Et là, rapidement, on commence rapidement, on commence par extraire la cellule. Ça, un ovocyte qui a été fécondé par un spermatozoïde issu, par exemple, d'un parent qui est transloqué. Il y a un parent qui est transloqué, donc on ne sait pas si on a injecté le bon spermatozoïde ou non. Donc, on a micro-injecté l'ovule, on a attendu 3 jours et on a extrait cette cellule qui a un beau noyau ici. Regardez, le noyau est très net. Ce noyau va être analysé par fiche ou par des techniques multiples. On peut aussi travailler sur l'embryon au 5e jour. Le blastocyste, c'est ce qui est maintenant recommandé dans les techniques d'analyse génétique. On fait un coup de laser, un petit coup de laser, on opère, on retire entre 4 et 10 cellules en général. Trophectoderme, c'est toutes ces cellules qui ne sont pas utiles parce que ces cellules sont destinées à faire le placenta. Ces cellules ici, c'est pour le placenta et l'embryon est loin, la masse cellulaire est loin. Donc nous, on va extraire les 8 cellules qui vont être amplifiées pour une analyse de séquençage génétique. On aura des renseignements précis sur exactement toutes les anomalies que peut abriter l'embryon. Et ce genre de choses se font au Maroc. Mettons-nous d'accord, ça se fait au Maroc, on n'exporte plus rien. Le seul problème qu'il y a, c'est que l'analyse génétique se fait par INGS. Les plateformes INGS sont en cours d'élaboration, donc quand j'extrais les cellules, je les envoie par DHL à un labo espagnol qui ne fait que du INGS pour le moment, en espérant bientôt la plateforme INGS au Maroc. Ici, bien sûr, notre doctorant qui est ici présent, d'ailleurs, Dr Smaïl Karouch, qui est en train de préparer le noyau pour l'étude, etc. L'INGS, c'est quoi? C'est cette plateforme, on a tous les chromosomes alignés, et quand il y a une anomalie, ça apparaît, un chromosome excédentaire, c'est en haut, un chromosome qui manque, c'est en bas. Donc tout est faisable, tout est à la disposition donc de l'équipe médicale. Ici, c'est juste un peu de littérature sur une équipe en Suède qui a travaillé en microthésée dans les Klinefelter et qui a augmenté presque de 15% les chances de récupération de ces spermatozoïdes. Là aussi, c'est une méta-analyse, une revue, je pense, une méta-analyse sur 21 000 patients qui a donné une supériorité indéniable au travail sous microscope dans la recherche de microbiopsie. Et je vous remercie.